Dans le monde antique, Rome est une cité au destin inégalé. De sa fondation jusqu'à son apogée, Rome a accompli de nombreux exploits guerriers. Mais elle a dû aussi faire face à des luttes fratricides cruelles et sans merci. Ces événements ont fait de Rome une légende. Pendant des siècles, Rome triomphe et se hisse au rang de première puissance méditerranéenne. Sous la République, sa victoire sur Carthage consacre son hégémonie sur terre et sur mer. Les invincibles légions romaines deviennent l'instrument de son expansion. Avec l'Empire, c'est une autre aventure qui commence. Les routes et les aqueducs sont les vecteurs de la romanisation et bientôt, ce sont des cités entières qui sortent de terre, véritables vitrines de la civilisation romaine. Pendant 4 siècles, Rome va se nourrir des richesses de son empire et dominer le monde méditerranéen. Voici l'histoire de la plus illustre cité du monde antique, Rome. Au second siècle de notre ère, sous le règne de Trajan, l'Empire romain atteint son extension maximale. Du sud de la Grande-Bretagne, il remonte le Rhin et redescend sur le Danube. Puis il s'étend sur tout le bord méditerranéen de l'Afrique, entre la mer et le désert, traverse l'Égypte, l'Arabie, l'Asie mineure pour rejoindre la mer Noire. Mais pour Rome désormais, il importe moins de conquérir que de maintenir une paix durable. Comment s'y prendre? Sur toutes ces provinces, l'emprise de l'empereur est indiscutable. Partout la présence de Rome se fait sentir. À l'image de sa puissance, l'empire de Rome est démesuré. Pour maintenir la paix dans cette immensité territoriale, Rome dispose d'une part de ses légionnaires. Soldats de métier, ils se déplacent rapidement grâce aux nombreuses voies romaines qui parcourent les provinces. Et d'autre part, Rome construit une barrière de bois et de pierre dans tous les endroits les plus menacés de son empire. Cette barrière, c'est le limès. À l'époque, c'est la plus grande construction jamais bâtie en dehors de la muraille de Chine. Construite d'abord sur le Rhin, puis en Bretagne, elle est étendue aux autres frontières de l'Empire. Le limès devient la limite entre le monde romain civilisé et le monde barbare jugé dangereux. Les vestiges de ce mur sont encore visibles dans le nord de l'Europe. Le mur d'Adrien, construit vers 122 de notre ère en Bretagne, coupe l'île en 2 parties distinctes, d'un côté la province romaine, de l'autre le pays des Pictes, ancêtres des Écossais. Fait de pierre et de terre, précédé d'un fossé profond et armé de pieux, le mur d'Adrien s'élève de 3 à 5 mètres de haut, jalonné par des forts et des tours de garde qui servent à surveiller les mouvements des barbares. Infranchissable rempart, le mur d'Adrien, long de plus de 100 km, relie la mer d'Irlande à la mer du Nord. En Germanie, le limès est encore plus imposant. Plus de 60 forts ont été bâtis et 900 tours de guet jalonnent la frontière. La fonction du limès est avant tout militaire et défensive. Mais c'est aussi un endroit où se réalisent de nombreux échanges. D'une région à l'autre, les hommes et les marchandises circulent sous le contrôle des légionnaires romains qui perçoivent des droits de douane. Depuis le règne d'Adrien, l'armée romaine s'est déplacée et installée désormais près du limès, ce qui fait de cette armée une armée de frontières.
Ainsi, la présence des légionnaires provoque un incontestable essor économique des régions frontalières et favorise du même coup la romanisation des provinces. Depuis sa création, Rome s'est nourrie de ses conquêtes, ce qui l'a amené à fonder un immense empire. Comment convaincre les populations vaincues du bienfait de la civilisation romaine? Au second siècle, l'Empire compte une quarantaine de provinces qui se répartissent en deux catégories. Les provinces sénatoriales totalement pacifiées et les provinces impériales où la présence de légions reste nécessaire. Parmi ces provinces, l'Égypte tient un rôle important en tant que grenier à blé de l'Empire. Dans toutes les provinces, qu'elles soient sénatoriales ou impériales, les procurateurs représentent l'Empire. Ils sont responsables des douanes, des bâtiments publics et des finances en général. Mais ce contrôle reste suffisamment léger pour que les cités gardent une autonomie administrative, ce qui favorise la pacification et le maintien de l'ordre parmi les populations. Les restes archéologiques des anciennes cités romaines prouvent que les Romains étaient de grands bâtisseurs. Or, la romanisation des provinces progresse en particulier par la création de nouveaux centres urbains dont l'origine peut parfois être militaire. La présence de camps romains entraîne le rapprochement des populations locales, comme ici à Vindolanda, à la frontière de l'Écosse et de l'Angleterre, où un village s'est greffé au camp initial, attirant les marchands et les artisans. D'autres cités sont nées de la volonté même des empereurs, comme Cologne en Allemagne. Au 1er siècle de notre ère, Cologne rassemble une population germanique et romaine, coexistant de manière pacifique, et devient un véritable exemple de la romanisation réussie. Enfin, certaines cités sont bâties par des colons. Ce sont souvent d'anciens légionnaires à la retraite, à qui l'on a remis des terres. C'est le cas de Timgad en Afrique. Construite sur les principes traditionnels de la cité romaine, ordonnée autour de deux grandes rues perpendiculaires, le Cardo du nord au sud et le Decumanus d'est en ouest, à l'intersection desquels se trouve le forum, Timgad rassemble tous les monuments spécifiquement romains. Les temples, le cirque, le théâtre, les arcs de triomphe et surtout les bains publics que l'on appelle les thermes, indispensables éléments de la civilisation romaine et qui supposent une maîtrise totale de l'eau grâce entre autres à la construction d'aqueducs. Ainsi, du nord au sud de l'Empire, chacune de ces cités représente un reflet de Rome. Elles sont une vitrine permanente et vivante de la civilisation romaine, et elles doivent convaincre toutes les populations conquises des bienfaits et des avantages qu'offre la domination de Rome. Cependant, loin d'écraser les spécificités provinciales, Rome absorbe les cultures et les religions locales et agit de la même manière avec les hommes. Les riches provinciaux sont sollicités par l'administration impériale et sont accueillis au Sénat. Certains d'entre eux deviennent empereurs. Claude vient de la province gauloise, Trajan vient d'Hispanie, Septime Sévère est africain. Peu à peu, la citoyenneté romaine se propage. Et en 212, l'empereur Caracalla l'accorde à tous les hommes libres de l'Empire. Cependant, la paix apportée par les Romains a un prix. Les ressources des provinces sont innombrables. Minerais d'or, d'argent, de fer, de plomb sont extraits et importés, tout comme les ressources agricoles. Blé, vin, huile, légumes, épices.
Objets d'artisanat, marbre, chevaux pur sang, bois précieux, ambre, parfums sont acheminés par bateaux entiers. Enfin, de toutes les provinces affluent des contingents d'esclaves, indispensables à la vie romaine. Toutes ces richesses convergent immanquablement vers le même point, la ville lumière, la capitale du monde, Rome. Rome, la ville aux 7 collines, s'étend sur plus de 2000 hectares et compte au second siècle de notre ère plus d'1 million d'habitants. Comment vivent les Romains dans cette gigantesque capitale? Les rues de Rome sont souvent encombrées et offrent un spectacle permanent. Des légionnaires chargés de faire respecter l'ordre patrouillent régulièrement. Même si le latin domine, l'on entend de nombreuses autres langues. Les artisans qui peuplent les rues viennent de toutes les provinces de l'Empire. Vin, huile d'olive, blé, poissons, épices, viande, objets d'artisanat arrivent de partout dans le port d'Ostie et alimentent la population romaine. Pour les plus pauvres, la distribution de vivres gratuite ou à bas prix est assurée par Rome et permet de préserver la paix sociale. Les quartiers de Rome sont contrastés. Sur les collines, les domus, les maisons luxueuses ou les palais entourés de jardins abondent et sont réservés aux citoyens les plus riches et les plus puissants. C'est ici que l'on trouvera la résidence de l'empereur. Dans les quartiers populaires, la place manque, les prix du terrain ou des loyers sont élevés. Pour loger cette population si nombreuse, on construit des immeubles de 6 à 7 étages et jusqu'à 18 mètres de haut. Dans ces insulas où il n'y a pas d'eau courante, l'incendie est un risque permanent. Dans toute la ville, on trouve de nombreux bâtiments publics construits au fil du temps par les gouvernants et les empereurs successifs. Parmi la population, on compte entre 30 et 50% d'esclaves. Ils sont un rouage essentiel pour le développement économique et le bon déroulement de la vie quotidienne romaine. Les esclaves sont des hommes, des femmes et des enfants privés de liberté. Ils assurent dans les domus les tâches domestiques, cuisiniers, jardiniers, porteurs ou gardes du corps. Ils sont aussi enseignants, médecins, intendants, musiciens ou danseurs. La ville possède également un contingent d'esclaves publics, ouvriers d'entretien, employés administratifs ou pompiers. Le statut d'esclave n'est pas forcément permanent. Beaucoup retrouvent leur liberté et sont affranchis, soit par récompense d'un service rendu, soit parce qu'ils se rachètent eux-mêmes. Les affranchis ont des droits et peuvent devenir des citoyens riches et puissants. Cette population d'esclaves permet à de nombreux Romains de mener une vie de loisirs. Après une visite au therme, l'après-midi est souvent l'occasion de se rendre aux jeux publics. Les plus spectaculaires sont organisés dans le grand amphithéâtre flavien, le Colisée. 189 mètres de long, 156 mètres de large, 48 mètres de haut, la structure peut accueillir de 50 000 à 75 000 spectateurs, rassemblant toutes les classes sociales. De forme ovale, le Colisée possède une arène recouverte de sable où se déroulent les combats de gladiateurs. Des batailles célèbres y sont reproduites, y compris des batailles navales. Les acteurs de ces spectacles gigantesques sont des esclaves ou des prisonniers de guerre condamnés à une mort certaine. Dans les coulisses du Colisée, c'est une véritable fourmilière. Fauves et décors montent et descendent à l'aide d'ascenseurs manipulés par des centaines d'esclaves. Du ventre du Colisée sortent des palmiers, des rochers, des savanes entières reconstituant les paysages des provinces lointaines.
Lions, tigres, éléphants s'affrontent dans l'arène. De nombreux condamnés à mort leur sont offerts en pâture pour le plus grand plaisir de la foule. Partout dans l'Empire, on célèbre les Jeux. Chaque cité possède son amphithéâtre. Au 1er siècle de notre ère, Pompéi n'échappe pas à cette règle. Cette ville qui a connu une grande activité commerciale est devenue peu à peu un lieu de résidence agréable pour les riches citoyens romains venus trouver la paix loin des tumultes de Rome. Ces privilégiés se sont fait construire des somptueuses villas romaines superbement décorées. Au centre, une cour à ciel ouvert, l'atrium, suivie d'un bassin ou d'un jardin entouré d'une colonnade, rafraîchit la maison. Ici, la vie s'écoule paisiblement à l'ombre du Vésuve. Ce volcan voisin, presque familier, dont les fumées qui s'en échappent n'inquiètent pas vraiment les habitants. La Pax Romana dure ainsi jusqu'au IIIe siècle de notre ère. Cette période, malgré certaines révoltes, est marquée jusqu'à la fin du règne de l'empereur Antonin par la prospérité, l'ordre et la sécurité. Rome insouciante est sûre de sa suprématie et ne peut se douter du danger qui la menace. À la frontière de l'Empire, loin devant le Limès dans les forêts germaniques, d'autres fumées s'élèvent, signes annonciateurs d'un danger imminent. Bientôt, des populations entières vont franchir les limites de l'Empire romain.